La toute première sera la poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôter le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on l'aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les enfants vous retournent le champ, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage d'argent. Point de cacher. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour parfois il sommeillait, le savetier alors en chantant l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fit venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an ma foi, mon sieur !» dit sur un ton de rigueur le gaillard savetier. « Ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela, nos gains seraient assez honnêtes. Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. L'une fait tort à l'autre. Et monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je veux vous mettre sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin.
le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait produit depuis plus de 100 ans pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave, il en serre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Il eut pour hôte les soucis. La nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qui ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » C'est le pense-bête, la laitière et le pot au lait. Perrette sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il met, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile, s'il m'en laisse assez, pour avoir un cochon. Ah, le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était conjelu de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre dans notre table, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Oh, là-dessus, Perrette saute aussi. Transporté, le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvert. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser auprès de son mari, en grand danger d'être battu. Le récit, en farce, en fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant. Il n'est rien de plus doux. Une fâcheuse erreur emporte alors nos âmes. Tous les biens du monde sont à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je détrône le Sophie. On met les rois, mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête, pleuvant. Quel accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis gros Jean, comme devant. Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, pressant les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre,
et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. S'assied sur le timon, sur le nez du cocher, aussitôt que le char chemine, et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, viens. Il semble que ce soit un sergent de bataille, allant en chaque endroit faire avancer ses gens pour hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agisse seule et qu'elle a tout le soin qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine lisait son bréviaire. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame mouche va chanter à leurs oreilles et fait 100 sottises pareilles. Après bien du travail, le coche arrive au haut. « Respirons maintenant !» dit la mouche aussitôt. « J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. » Ainsi, certaines gens faisant les empressés s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires. Et partout importun devrait être chassé. L'huître et les plaideurs. Un jour, 2 pèlerins, sur le sable, rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Ils l'avalent des yeux. Du doigt, il se la montre. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie, l'autre le pousse et dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur. L'autre le verra faire. Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon. Dieu merci, je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre. Je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu? Et moi, je l'ai senti. Pendant tout ce bel incident, Perrin d'Andin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge. Nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président. « Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille, sans dépens. Et qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui, comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles, vous verrez que Perrin tire l'argent à lui et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. » J'aime bien celle-là. Le petit poisson et le pêcheur. Vous vous souvenez? Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Oh, tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière: « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi, carpe, devenir. Je serai par vous repêché.
Quelques partisans m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille. Eh bien, soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui fête le prêcheur, hein, vous irez dans la poêle. Et vous l'avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout est aquilon. Tout me semble zéphyr. Encore, si vous n'étiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous est fort injuste. Votre compassion, reprit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous, redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté, sans courber le dos, mais nous attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. Le roseau plie. L'arbre tient bon. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui qui de la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Voilà. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère, la carpe, y faisait mille tours avec le brochet, son compère. Tous approchaient du bord. Il n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches !» dit-il. « Moi, héros, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec. Oh, Dieu ne plaise. Il ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles.
ont hasard de perdre en voulant trop gagner. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héros que je parle. Écoutez, humains, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Ah, le loup et le chien. Les bons animaux. Un loup n'avait que les os et la peau, quand les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier. Si le loup lui fait volontiers, mais le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loudon entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, hères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Mais que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le coup du chien pelé. Qu'est-ce cela? Rien? Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché? Vous ne courez donc pas où vous voulez? Oh, pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Ah, sympathique. Le rat des villes et le rat des champs. J'aime bien. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Je laisse à penser la vie que firent nos deux amis. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le bruit cesse. On se retire. Rase en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rôle. » « C'est assez, dit le rustique. Mais vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roués, mais rien ne vient m'interrompre. Adieu donc, fille, du plaisir que la crainte peut corrompre. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Eh bien, que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle assez emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Ah, vous chantiez? J'en suis fort aise et bien dansé maintenant. » La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, non, qu'une façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Mais comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Je tête encore ma mère. Si ce n'est donc toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte. Et le mange, sans autre forme de procès. Ah oui. Le corbeau et le renard. Incontournable. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage. » Sans doute, le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La grenouille. Il y avait les renards, maintenant c'est la grenouille. Alors, une grenouille. Roi, roi, roi. Vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez, dites-moi. N'y suis-je point encore? Nenni.
m'y voilà donc. Vous n'en approchez point. La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Ah, le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Et tout marquis veut avoir des pages. C'est comme ça. Oh, le chat, la belette, et le petit lapin. Oh, merveille. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates. Un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jean Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh, dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître? Voilà, madame la belette, où l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. Ah, la dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. Oh, c'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Oh, quand ce serait un royaume, dit-elle, je voudrais bien savoir quelle loi. On a toujours fait l'octroi à Jean, fils-neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont leurs lois, dit-il, qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils, nom de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis. La loi du premier occupant est une loi plus sage. Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite. Un chat faisant la chatonite. Un saint homme de chat. Bien fourré, gros et gras. Arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin l'agréé. Ah, les voilà tous deux arrivés chez sa majesté Fourrure. Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés les griffes et en même temps, mit les plaideurs d'accord, en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au discours qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Ce sont des paroles de Monsieur Jean de La Fontaine. Tout parle dans mes livres, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tout ce que nous sommes. Je n'ai jamais hanté que l'ombrage des bois, flore et zéphyr, leurs nobles haleines, le vert tapis des prés et l'argent des fontaines. Ainsi parla Monsieur Jean de La Fontaine. On vous remercie, mesdames. Voilà. Mais la suite, c'est gâteau, comment